Bienvenue dans les Chroniques d'une Lady, le podcast des romans classiques du 19e siècle, chapitre par chapitre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En ce moment, il fait de plus en plus beau. Le ciel est complètement bleu. Le printemps arrive. Ça y est, ça fait vraiment plaisir, surtout que c'est la saison que je préfère, donc je ne sais pas vous. Mais ça fait vraiment plaisir. Rappel des chapitres précédents. Dans le chapitre 20, les demoiselles d'Ashwood se rendirent au parc comme promis pour passer la journée avec les Palmer. Elinor discuta beaucoup avec Charlotte Palmer au sujet de Willoughby et du colonel Brandon, mais elle n'apprit pas grand-chose au final. Dans le chapitre 21, John Middleton fait la connaissance de deux cousines de Madame Jennings et les invite à passer quelques jours dans son domaine. Elles seront déclarées par Milady Middleton comme les deux plus charmantes jeunes filles qu'il y eut dans ce monde. Il s'agit des demoiselles Steele, Lucille et Anne, donc qui ont fait beaucoup d'éloges à Milady et qui voient Milady comme un modèle de grâce absolue. Et au regard de cet éloge de sa femme, John se presse de les présenter aux demoiselles d'Ashwood qui trouvent lui qu'il s'agit des demoiselles les plus charmantes également du monde. Donc au final, les 4 personnes les plus charmantes au monde se retrouvent ensemble. Raison et sentiment, chapitre 22. Marianne ne pouvait avoir la moindre indulgence pour des personnes aussi communes, peu d'esprit, peu instruites, peu de goût. Elle les écoutait à peine, ne leur parlait pas du tout aux demoiselles Steele, et par sa froideur soutenue, leur ôta bientôt tout espoir de liaison. Elinor se sentit donc de montrer son savoir-vivre, de réparer les torts de Marianne. Lucie Steele, en profita et parut s'attacher véritablement à elle et chercha toutes les occasions de se rapprocher et de lui témoigner une amitié. Lucie Steele ne manquait pas d'une sorte d'esprit naturel, ses remarques étaient souvent justes et amusantes. C'était une compagne assez agréable, mais elle n'avait aucune ressource que donne une bonne éducation. Elle a lu quelques mauvais romans, elle ne pouvait pas parler d'aucun sujet un peu relevé, même si elle fit des efforts à ce sujet-là, et se mettre autant que possible au niveau d'Elinor. Mais Elinor, de son côté, tâchait de se mettre au sien. Il y avait trop de distance entre elles pour que Mademoiselle Dashwood pût en faire une amie. Elinor remarqua chez Lucille un manque de délicatesse, de sincérité, qui sont la première base d'une intime liaison. Il y avait une fausseté à l'ignorance. Cela se montrait par des basses adulations pour les habitants du parc, dont elle se moquait ensuite devant Elinor. Donc ôter à celle-ci toute espèce de confiance dans l'amitié qu'elle lui témoignait. Elle aurait voulu en conséquence l'éloigner un peu d'elle. Mais Lucie mettant tellement de zèle et d'activité à se rapprocher d'elle que cela n'était vraiment pas facile. Donc cette Lucie, comme on avait vu au chapitre précédent, avait beaucoup de remarques comme quoi les enfants de Milady étaient merveilleux, que Milady était pleine de grâce, merveilleuse. Et en fait, derrière le dos de tout le monde, elle dit à Elinor, elle se moque beaucoup d'eux, les rabaisse. Donc tout ce qu'elle dit, en gros, pour moi, il s'agit d'une hypocrite. Elle cache son jeu, elle fait croire qu'elle aime tout le monde, que tout le monde est merveilleux, et puis derrière, dès qu'elle peut, elle les rabaisse, elle se moque d'eux. Donc c'est vrai que pour en faire une amie, c'est compliqué, parce qu'on se dit, si déjà elle rabaisse les autres personnes, Elinor se dit qu'il est possible qu'elle la rabaisse devant les autres quand elle n'est pas présente. Un jour, Lucie l'avait accompagnée du parc à la chaumière, donc elles étaient toutes les deux, et Lucie profita pour parler sans hésitation. « Dites-moi, je vous en prie, si vous connaissez particulièrement la mère de votre belle-sœur, Madame Ferrare. » Pour Elinor, ce fut une question assez extraordinaire, et elle lui exprima qu'elle n'avait jamais vu Madame Ferrare. Et Lucie lui dit « J'aurais espéré que vous me donniez quelques détails sur sa manière, sur sa tournure, sur son caractère. »« Non, non, répond Elinor, en s'efforçant de cacher son opinion réelle sur la mère d'Édouard. Car vous vous souvenez qu'elle pensait que si Édouard n'exprimait pas ses sentiments, c'était à cause de sa mère. Comme elle était extrêmement riche, elle avait le pouvoir sur son fils, sur sa fortune, sur la manière dont il doit être. Donc elle a la voix assez dure, sûre d'elle. Mais elle cachait toute son opinion et ne dit absolument rien. D'une, parce qu'elle ne sait pas où veut aller Lucie avec ses questions, ce qu'elle recherche exactement comme information et comment elle va les utiliser. Donc pour le moment, elle cache ses opinions et attend où la conversation va mener. « Je vois, lui dit Lucie.
en la regardant attentivement, que vous me trouvez fort étrange de vous questionner ainsi sur cette dame. Mais peut-être ai-je mes raisons, ce n'est point une sotte curiosité. Et je ne puis souffrir que vous me soupçonnez d'être une curiosité impertinente, d'être mal jugée par une personne dont j'ai une si haute opinion. Et comme je suis sûre de n'avoir rien à risquer en me confiant entièrement à vous, je m'y décide. C'est une situation très délicate, très critique. Je suis très fâchée que vous ne connaissiez pas Madame Ferrare. Elinor répond qu'elle est fâchée également. Je n'ai jamais entendu dire que vous eussiez la moindre relation avec cette famille, et je suis, je l'avoue, un peu surprise de votre excessive curiosité sur le caractère de cette dame. Et Lucie reprit, mais elle cesserait bientôt si j'osais tout vous dire. Madame Ferrare ne met certainement rien à présent, mais le temps peut venir, et cela dépend d'elle, où nos relations seront très intimes. Mon Dieu, s'écria Elinor, êtes-vous engagée à Monsieur Robert Ferrare ? Elle n'était pas du tout flattée de l'idée d'avoir Lucie Steele pour belle-sœur. Non, non, répliqua Lucie, non pas à Robert Ferrare, que je n'ai jamais vu, mais à son frère aîné. En disant cela, elle regarda attentivement Elinor pour lire au fond de son âme. Que sentit Elinor à cet instant ? Une surprise qui aurait été aussi pénible que violente. Elle regarda Lucie en silence, incapable de deviner le motif d'une telle confidence. Lucie reprend. « Je vois et je comprends votre surprise. Jamais il ne m'est échappé un seul mot, ni avec vous, ni avec personne, qui ait pu trahir notre secret. Il a été si fidèlement gardé par moi que pas un seul de mes parents ni de mes amis, excepté Anne, ne peut s'en douter. Et jamais je l'aurais confié si je n'avais la certitude de votre discrétion, et si je n'avais été entraînée par la crainte que mes questions sur Madame Ferrare ne vous parussent trop ridicules. Quant à Monsieur Ferrare, je ne crains nullement qu'il soit fâché de ma confiance envers une personne qui estime autant. Je connais la haute opinion qu'il a de vous, de toute votre famille, et je sais qu'il vous regarde, vous et Marianne, comme des sœurs. » Elinor, en silence, son étonnement était trop grand pour pouvoir lui répondre. Elle lui dit enfin, calmement, tranquillement. « Puis-je vous demander si votre engagement existe depuis longtemps ?»« Oh oui, bien longtemps, il y a 4 ans. » Elinor répond qu'elle ne se serait pas du tout doutée, déjà d'une qu'ils le connaissent. Et Lucie répond que sa connaissance est de vieille date, qu'elle a commencé lorsqu'il était près de Plymouth chez son oncle, donc chez le fameux oncle si vous vous souvenez, et il s'agit de Monsieur Pratt qui est son tuteur. C'est sa mère qui l'avait envoyé, qui l'avait même placé. Est-ce qu'il vous a parlé de Monsieur Pratt ? Elinor répondit « Oui, oui, je me le rappelle », avec une force d'esprit qui s'augmentait ainsi que son émotion. Et Lucie expliqua. Il a vécu près de 5 ans. Depuis l'âge de 15 ans jusqu'à 20 ans, c'est là que notre connaissance a commencé. Ma sœur et moi, nous étions souvent chez notre oncle et notre engagement s'est formé. Il avait alors 21 ans, il en a 25 à présent. Et en fait, tout ça dépend entièrement de sa mère pour la fortune. Elinor, vous l'avez vu assez souvent pour convenir qu'il a tout ce qu'il faut pour attacher sincèrement une femme qui préfère les qualités de l'âme et de l'esprit aux avantages frivoles. Mais Elinor conserva quand même un doute sur cette vérité, sur la sincérité de Lucie, et sa confiance en l'honneur et l'amour d'Édouard. Engagée à Monsieur Ferrare, reprit-elle, je vous avoue que je suis tellement surprise de ce que vous me dites que je vous demande mille pardons. Mais il y a sûrement quelque erreur de nom. Nous ne parlons sûrement pas du même Monsieur Ferrare. Nous ne pouvons parler d'un autre, dit Lucie en souriant. Monsieur Édouard Ferrare, le fils aîné de Madame Ferrare de Park Street, le frère de votre belle-sœur, Madame Fanny Dashwood. Donc oui, en effet, il s'agit du même Édouard Ferrare. Et vous êtes donc engagé avec lui depuis 4 ans ? Oui, et le ciel sait combien nous attendrons encore, ce pauvre Édouard, il est près de perdre patience. Elle sortit de sa poche une miniature, et elle ajouta « Ayez la bonté de regarder cette miniature, il me l'a donnée il y a environ 3 ans. » Elle la mit entre les mains d'Elinor, qui ne put alors conserver aucun doute. Il s'agissait bien d'Édouard Ferrare, ses traits si bien gravés dans son cœur, dans son souvenir. Elle le rendit, en étouffant un profond soupir et en convenant de la ressemblance. « Je n'ai jamais pu, continua Lucie, lui donner la mienne en retour, ce qui me chagrine beaucoup, car il la désire passionnément. Mais je suis décidée à présent à saisir la première occasion de me faire peindre pour lui. Vous, chère Elinor, qui avez un si beau talent, si vous pouviez... » « Ah, je ne me suis jamais appliquée à la ressemblance, dit Elinor, mais vous trouverez sûrement d'autres personnes. »« Je ne doute pas, lui dit-elle, de votre fidélité à garder un secret dont vous devez sentir toute l'importance, répond Lucie. Nous serions perdus si sa mère venait à l'apprendre. Elle ne consentira jamais volontairement à cette union. Je n'ai ni rang ni fortune et je la crois très fière et fort avare.
Elinor répond que son secret est en sûreté avec elle. Elle regardait fixement Lucy, espérant découvrir quelque chose dans son regard, peut-être la fausseté d'une grande partie de ce qu'elle avait dit. Mais sa physionomie ne changea pas. Lucy lui confie que vous me trouviez que j'ai pris avec vous une trop grande liberté en vous confiant ma situation, car je vous connaissais parfaitement ainsi que votre famille depuis bien des années, par tout ce que m'en avait dit Édouard. Je n'ai pas une amie à qui je puisse demander des conseils. J'en ai parlé à Anne, mais j'ai continuellement peur qu'elle ne trahisse notre secret. J'ai eu une affreuse émotion l'autre jour quand Sir John nomma Édouard. En vérité, je m'étonne que je vive encore après tout ce que j'ai souffert pour lui pendant ces 4 années. Toujours en suspense, en crainte, en incertitude, le voyant si rarement, nous nous rencontrons à peine 2 fois l'an. Je ne comprends pas que mon cœur ne soit pas brisé. Quelquefois, je pense qu'il vaudrait mieux pour nous deux de rompre entièrement. Quelle est là-dessus votre pensée, mademoiselle Dashwood? Que feriez-vous à ma place? Pardonnez-moi, de grâce, répondit Elinor. Il m'est impossible de vous donner de conseils dans de telles circonstances. Votre propre jugement doit vous diriger. Lucy, après quelques minutes, explique: il est sûr que sa mère ne l'abandonnera jamais entièrement. Et elle est si riche que même en diminuant sa fortune de moitié, il lui restera encore de quoi vivre, et pourvu que je vive avec lui. Il m'est bien égal qu'il en ait plus ou moins, mais le pauvre Édouard se désole de ce que rien ne se décide. Ne l'avez-vous pas trouvé bien triste quand il est venu ici? Il était si abattu, si malheureux quand il me quitta, que je tremblais que vous ne le cruissiez très malade. Venait-il de chez votre oncle quand il nous a rendu visite? Oh oui, sans doute. Vous pensiez qu'il venait de Londres? Non, toujours plus frappé des preuves de la véracité de Lucy. Elinor expliqua qu'il avait dit qu'il avait passé 15 jours avec des amis. Lucy répond: je l'avais supplié cependant de surmonter sa douleur de peur de vous donner des soupçons. Mais il était si triste de ne pouvoir passer plus de 15 jours avec nous. Je crains qu'il ne soit encore dans le même état. Ses lettres sont tout à fait mélancoliques. J'en ai reçu une de lui la veille de mon départ. Son écriture est charmante, mais il n'est pas aussi soigné qu'à l'ordinaire. Il était fatigué car le papier est complètement rempli. Elinor vit que c'était bien de la main d'Édouard et ne put plus conserver de doute. Durant quelques instants, elle fut sur le point de se trahir. Son cœur battait avec violence. Elle pouvait à peine marcher, mais elle combattit avec tant de force ses sentiments. Lucy expliqua qu'ils s'écrivaient continuellement l'un l'autre, et c'était le seul moyen de se consoler de nos longues séparations. Elle expliqua qu'elle avait aussi également un autre portrait d'Édouard, que lui n'en avait pas, et que du coup, dernièrement, elle lui avait donné une boucle de ses cheveux qui était renfermée dans le cristal d'une bague. C'est un dédommagement, répondit-elle. N'avez-vous fait aucune attention à cet anneau? Le portait-il à Barton? Elinor répondit avec une voix ferme: oui, il l'a porté. Elle cherchait à cacher une émotion et une souffrance telle qu'elle n'en avait point encore éprouvée. Elle était à la fois désolée, blessée, mortifiée, confondue. Elle éprouvait tout ce qu'il y a de plus cruel et de plus déchirant. Heureusement, elles arrivèrent à la chaumière. Leur conversation prit fin. Après s'être posée quelques minutes, mademoiselle Steele retourna au parc et la malheureuse Elinor put enfin se livrer à ses tristes réflexions. Alors, je ne sais pas vous, mais moi je tombe des nues. On était persuadés que les cheveux de la bague, c'était ceux d'Elinor. C'était Margaret qui avait vu qu'elle lui avait donné une boucle de cheveux. En fait, il s'agit des cheveux de Lucy, qui sont engagés depuis 4 ans. Qu'en fait, la personne à qui il était allé il n'y a même pas 15 jours avant qu'il vienne les voir, il était en fait chez son oncle. Et donc, avec cette Lucy, c'est pour ça qu'il était si triste, si abattu. Justement, Elinor ne comprenait pas du tout son comportement. N'arrivait pas à avoir une explication. Elle pensait que ça venait d'elle, du fait que, ou avec sa mère qui avait un problème. Et en fait là elle est en train de se rendre compte que non, il est triste parce qu'il a laissé Lucy toute seule encore, que ça fait 4 ans qu'ils se sont engagés, qu'ils attendent toujours à cause de sa mère qui n'accepterait pas cet engagement. Franchement, à la place d'Elinor, mais je serais complètement dévastée en fait. Elle a cru pendant un très long moment qu'il y avait un véritable amour, de véritables sentiments entre eux. Et cette Lucy arrive de nulle part, elle dit qu'elle connaît toute sa famille, qu'elle la connaît personnellement, avec tout ce qu'Édouard raconte sur elle, et qu'en plus ils sont engagés. Maintenant on comprend mieux que Elinor se demandait où il avait eu cette boucle, si il lui avait coupé des cheveux quand il n'était pas là, ou s'il lui avait pris... qu'il lui ait pris sur une brosse à cheveux, c'est ce qu'on avait dit. En fait, pas du tout, il s'agit des cheveux de Lucy, donc déjà, ça paraît moins étrange, le gars qui vient voler des cheveux en cachette. Mais c'est tellement triste, c'est vraiment triste pour Elinor de dire que cet homme qu'elle aimait
en secret, en fait, est déjà engagé auprès de quelqu'un qu'il aime énormément. Oui, je suis complètement étonnée de ce chapitre. Je ne pensais pas... Je gardais espoir, moi, qu'il aimait encore Elinor et tout. Mais je vais quand même encore garder espoir, on sait jamais. Peut-être qu'à la fin, ils vont quand même finir ensemble. Sur un malentendu, on ne sait pas. Raison et sentiment, chapitre 23. Quelque peu de confiance qu'eut en général Elinor dans la véracité de Lucie, il lui était impossible de la suspecter dans cette occasion, ni de comprendre quel motif aurait pu l'engager d'inventer cette histoire. Il y avait non seulement la probabilité, mais des preuves. Rien ne contredisait Lucie, excepté évidemment son propre désir. Leur liaison datait de longtemps, de leur enfance. C'était dans la maison de son oncle, de Monsieur Pratt. La visite d'Édouard il y a 15 jours chez son oncle, sa mélancolie, l'inégalité de sa conduite envers Elinor, la grande connaissance que Mademoiselle Steele avait de Norland, de toutes les relations de la famille d'Ashwood, qui l'avait d'ailleurs surprise, le portrait, la lettre, la bague avec l'anneau avec les cheveux, tout cela lui fournissait évidemment des preuves si convaincantes que sa raison ne pouvait se refuser à la croire. Son ressentiment contre Édouard, son indignation d'avoir été trompé, l'emportèrent même sur sa douleur. Mais elle eut d'autres idées. Édouard avait-il eu l'intention de la tromper ? Avait-il feint avec elle un sentiment qu'il n'avait pas ? Son cœur était-il de moitié dans ses engagements avec Lucie ? Non. S'il avait été dicté par un amour de jeunesse, elle ne pouvait croire que cet amour existât encore à présent. Elle avait trop bien vu que c'était elle qui l'aimait. Un homme peut tromper avec de fausses paroles. Édouard n'avait pas prononcé un mot d'amour devant Elinor, mais tout chez lui avait prouvé son affection, son trouble, ses regrets, le son tremblant de sa voix, ses attentions si soutenues. Ce n'était point une erreur. Son cœur ni son amour-propre ne l'ont égaré. Et d'ailleurs, sa mère, sa sœur Fanny, tout ce qui l'entourait à Norland s'en était aperçu. Elle était persuadée qu'elle était aimée par Édouard Ferrars. Et donc cela calma son cœur, calma ses peines, et était prêt à lui pardonner. Et elle se dit que sa situation était triste, mais celle d'Édouard était encore pire. Elle était sans espoir, car elle était malheureuse en ce moment. Mais la raison guérirait peut-être la plaie de son cœur, tandis qu'Édouard, il était engagé, il s'était privé lui-même de tout espoir de bonheur. Et elle ne comprenait pas comment pouvait-il, avec sa loyauté, sa délicatesse, son esprit cultivé, être heureux avec une compagne ignorante, artificieuse, sans éducation, vaine, flatteuse et intéressée. À 18 et 19 ans, elle pense que c'est facile pour un homme d'être entraîné par la beauté, par les prévenants d'une jeune fille qui peut-être cherche à l'attirer et d'être aveugle sur ses défauts. Mais au bout de 4 années, il a dû s'en rendre compte de son caractère. Il a beaucoup plus d'expérience, une raison plus éclairée, il a pu ouvrir les yeux sur les vices de cette personne. Donc ses pensées, ses réflexions qui se succédaient les unes aux autres augmentèrent beaucoup sa tristesse. Elle pleura sur lui plus que sur elle-même. Elle espéra qu'elle pourrait à présent supporter ce cruel chagrin avec courage et prendre assez de force sur elle-même pour le cacher à sa mère et à sa sœur. Et donc 2 heures après avoir perdu pour jamais tout espoir d'être unie à celui qu'elle aimait tendrement, elle parut au dîner avec un tel calme qu'on n'aurait jamais soupçonné en la voyant à côté de la mélancolique Marianne ce qui s'était passé. Elle savait que si elle en parlait à ses sœurs, de ce qu'elle avait appris par Lucie, sa mère, ses sœurs n'aimaient pas Édouard autant qu'elle. Elle ne le voyait pas de la même manière, elle n'aurait pas eu autant d'indulgence et elle aurait dû prendre son parti, le défendre et là elle aurait du coup révélé son secret qu'elle était vraiment amoureuse d'Édouard. Elle savait qu'elle ne trouverait pas près de sa mère ou de Marianne ni conseil, ni aide pour une peine de cette nature. Tout leur chagrin, leur colère s'ajouteraient à son malheur et son courage ne pourrait que s'affaiblir. Elle était beaucoup plus forte toute seule. Sa propre raison la servait mieux. Et du fait qu'elle ait souffert de cette première conversation avec Lucie, elle désirait du coup en savoir davantage sur leur relation, leur nature de leur engagement. Et elle voulait vérifier si Lucie sentait réellement au fond de son cœur si son amour pour Édouard était vraiment tendre et sincère, s'il y avait pour lui quelque chance de bonheur dans cette union. Elle aurait dans ce cas-là peut-être mieux supporté. Et elle voulait également prouver à Lucie que le fait qu'elle parle en premier d'Édouard avec calme, qu'elle comprendrait qu'elle le regarderait comme un ami. Elle voulait pas se trahir face à elle. Elle pensait qu'il était même tout à fait probable que Lucie soit jalouse d'elle. Parce que déjà, Édouard lui avait parlé d'Elinor avec éloge. Ensuite, les railleries de Sir John sur les lettres initiales de son nom devaient aussi avoir éveillé les soupçons de Lucie.
Elinor était elle-même trop sûre d'être aimée d'Edward pour ne pas redouter la jalousie de Lucy, dont la confiance était une preuve. Et il était facile pour Elinor de comprendre les intentions de sa rivale. Et avec ses principes d'honneur et de délicatesse, elle résolut de combattre son affection pour Edward. Et elle voulait prouver à Lucy qu'elle ne regardait M. Ferrars que comme un ami de la famille. Elle ne pouvait plus rien entendre qui lui fit davantage de peine que ce qu'elle avait déjà entendu. Elle n'aurait plus l'émotion de la surprise. Elle se croyait capable d'apprendre sans trop d'agitation ce qu'elle ignorait encore. Cependant, sa curiosité fut impossible de satisfaire immédiatement. Il y eut beaucoup de mauvais temps qui les empêcha de se rejoindre lors de promenades toutes les deux. Même si elle se vit tous les jours au parc ou à la chaumière, mais c'était au salon en présence de tout le monde. On se réunissait pour manger, rire ensemble, pour jouer aux cartes, chanter, danser, faire du bruit et des folies. Et un jour, c'est John vint à la chaumière et demanda aux dames d'Ashwood, comme un service, de venir dîner avec Lady Middleton. Comme il partait, il ne voulait pas laisser ces demoiselles tout seules mourir d'ennui. Elinor, espérant trouver plus de moyens d'arriver à son but et de causer enfin avec Lucy et d'en savoir davantage, en l'absence de Sir John, accepta d'abord l'invitation. Margaret suivit, et Marianne, qui aurait préféré rester aussi dans sa romanesque solitude, ne put refuser d'accompagner ses sœurs. Comme elles s'en doutaient, la journée fut telle que les demoiselles d'Ashwood l'avaient prévue, très insipide. Comme il se disait rien sur l'amour et le mariage, Madame Jennings fut plus silencieuse qu'à l'ordinaire, et les mademoiselles Steele, encore plus prodigieuses de flatterie, n'arrêtaient pas avec les enfants de Milady et de faire des tas de compliments. Elinor commençait à désespérer de ne pas pouvoir être seule avec Lucy. On proposa alors un jeu général où toutes les dames se levèrent pour se placer autour de la table. Et Lady Middleton dit à Lucy: « Je suis heureuse que vous ne finissiez pas le panier de ma pauvre petite Anna Maria ce soir. Je seriez fatiguée en travaillant avec ce petit filigrane à la lumière des bougies. La chère petite pleurera peut-être un peu demain matin lorsqu'elle ne trouvera pas fini, mais nous lui donnerons autre chose pour qu'elle se console. » Lucy, qui n'est quand même pas bête, avait bien compris ce qu'attendait Milady. Aussi répondit-elle: « Vous vous trompez, Milady, je ne manquerai pas de parole à ma chère petite amie. J'ai résolu de finir ce soir son panier. » Oh, combien ma fille sera contente. Je lui ai dit que je ne croyais pas qu'il fût fini, et elle m'a répondu en secouant sa petite tête que je ne savais pas ce que je disais et que sa chère Lucy lui ferait sûrement son panier. Donc Lucy courut auprès de la table d'ouvrage avec vivacité et gaieté, comme si le plus grand bonheur de sa vie eût été de faire un panier de filigrane pour une enfant gâtée. Lady Middleton proposa donc de faire un robe de casino. C'est un jeu de cartes à la mode à cette époque. Marianne commença, comme à son habitude, impolitesse ordinaire, demanda qu'on voulut bien l'excuser et elle alla à son pianoforte. Sans attendre la réponse, sans aucune cérémonie, elle alla s'asseoir devant l'instrument. Comme d'habitude, Elinor vient s'excuser auprès de Lady Middleton pour le comportement de Marianne. En répondant: « Marianne ne sait pas résister quand elle vient au parc au plaisir de jouer sur votre pianoforte. C'est le meilleur, dit-elle, qu'elle n'ait jamais rencontré. » Et sur ces mots, Lady Middleton est enchantée d'avoir le meilleur pianoforte et fut tout à fait remise. Et du coup, elle essaya donc de se dégager de ce jeu. Et elle répond: « Si je suis mise hors jeu, dit Elinor, je m'offrirai bien volontiers pour aider Mademoiselle Lucy Steele en roulant des papiers. Il reste tant à faire sur cet ouvrage qu'il me semble impossible qu'elle le finisse seule ce soir. » « Eh bien, ma chère, nous vous laisserons libre, dit Lady Middleton, qui tremblait que sa petite Anna Maria n'eût pas ce dont elle avait envie. Les choses s'arrangèrent ainsi. La table d'ouvrage était assez éloignée pour qu'Elinor et Lucy n'eussent pas à être entendues. Les deux belles rivales s'assirent donc à côté l'une de l'autre, dans la plus touchante harmonie, pour travailler ensemble au panier d'Anna Maria. Je sens que le chapitre suivant va être assez houleux, ça va être le règlement de compte. Et on voit dans ce chapitre que malgré toute la peine, toute la douleur qu'a ressentie Elinor, elle croit fermement qu'Edward est complètement amoureuse d'elle. Et elle est persuadée que cet engagement qui date quand même de 4 ans, qu'il était très jeune, il a été pris dans les filets de Lucy parce qu'il ne connaissait pas encore sa raison, qu'il n'avait pas pris de l'âge, qu'il n'avait pas réfléchi, il avait foncé, il lui avait dit oui, on va s'engager. Et elle a beaucoup de peine pour lui. Elle est persuadée que là, il est sans espoir. Il s'est engagé et du coup, il ne peut plus avoir de bonheur du tout. Elle pense qu'il est amoureux d'elle, mais comme il s'est engagé et il a tellement de manières de bonne éducation que ça va être très dur pour lui de la quitter en fait, de se désengager pour aller vers Elinor.
Et donc elle dit qu'il n'y a plus d'espoir pour lui. Il va être malheureux toute sa vie. Elinor n'est pas bête. Elle comprend tout à fait qu'elle peut être jalouse, que c'est une rivale, et elle veut prouver et montrer, enfin même si au fond d'elle-même, elle aime de tout son cœur Édouard, elle veut prouver que Édouard s'agit juste d'un ami de famille, rien de plus. Elle ne veut pas dévoiler son secret. En fait, ce qu'elle souhaite là, c'est d'être amie avec son ennemi, avec sa rivale, pour en savoir davantage, pouvoir contrôler ce qui va se passer, et également ne pas se faire suspecter qu'elle aime en secret Édouard. Parce qu'elle est persuadée que Lucy est complètement jalouse d'elle. Parce que s'il parle souvent d'elle, s'il parle beaucoup de la famille Dashwood, de plus quand Sir John en avait parlé en disant que l'amoureux de mademoiselle Elinor commence par un F, donc elle avait pu faire le rapprochement. Et donc elle souhaite faire le premier pas, mettre au clair avec Lucy qu'il s'agit seulement d'un ami et en savoir davantage parce que sa curiosité elle est complètement piquée. Elle ne comprend pas qu'elle ait loupé tout ça alors qu'elle avait quand même vécu à Norland, que Ferrare était là, et elle se rend pas compte que elle aimerait en savoir davantage, comprendre ce qui s'est passé, sur quoi elle comment ça se fait qu'elle ne sache pas tout ça, que c'est resté totalement secret, alors que même à Norland, que ça soit sa sœur Fanny, si vous vous rappelez, elle avait des doutes. Elle savait que Édouard Ferrare, son frère, était amoureux d'Elinor, elle a tout fait pour les séparer. Même sa mère, même ses sœurs étaient persuadées qu'il est amoureux d'elle et elle ne comprend pas comment ça se fait qu'en fait il est déjà engagé avec une autre femme. Alors que tout dans ses manières, dans son attitude auprès d'elle, montre qu'il est amoureux d'elle. Donc elle veut vraiment être sûre des sentiments de Lucy auprès d'Édouard, de comment il est, de comment ça se passe, même s'il y a des preuves, même s'il y a eu la lettre, même s'il y a eu l'anneau avec les cheveux, même s'il s'est rendu chez elle il y a 15 jours, même si son tuteur c'est son oncle. Ils se connaissent depuis plus de 4 ans. Elle veut en être sûre. Et le seul moyen, c'est de pouvoir lui reparler de nouveau, toutes les deux, en tête à tête, et de mettre les choses à plat. Donc hâte de savoir ce qui va se passer au prochain chapitre, je ne sais pas vous, mais j'ai vraiment hâte. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite.